Merci d'être venus, si nombreux quand même, déjà, un samedi matin. Vous m'entendez bien? Ouais, comme ça. Alors, on va commencer par... donc oui, le thème de cette discussion, de cette causerie, c'est les démons et la vie ordinaire dans l'art monumental. Dans l'art monumental, vous allez comprendre pourquoi, avec la première série de diapos qu'on va vous montrer. Alors, je vais commencer par une citation de Charles Péguy, qui écrivait « Il faut toujours dire ce que l'on voit, mais surtout, il faut toujours, ce qui est plus difficile, voir ce que l'on voit. » On va commencer par quelques images que j'ai glanées sur Internet et des choses que j'ai pu voir aussi en me promenant. Alors, si vous reconnaissez, vous pouvez intervenir. Est-ce que... on a une première série là, il n'y en a pas beaucoup, il y en a une vingtaine en tout. Donc, à chaque fois, je vais vous montrer des images de sculptures, donc art monumental, donc de sculptures assez grandes qui sont déployées, qui sont exposées dans l'espace public. Ici, est-ce que quelqu'un peut identifier la ville? Je ne sais pas facile, mais on va voir un autre exemple. C'est à Lille. Alors, c'est une série de sculptures, en fait, donc c'est des sculptures qui ont été installées pour une exposition, un événement culturel qui s'appelait Lille 3000, je crois. Alors, j'ai oublié l'année, c'est pas très important, c'était il y a une douzaine d'années. Et donc, il y avait toute une série de sculptures assez grandes, qui font 5-6 mètres de haut. C'était la parade des anges et des démons. Et donc, il y en avait une douzaine. Et il ne reste que celle-ci. Alors, ils appellent ça parade des anges et des démons, ce qui est un petit peu bizarre, puisque on est ange ou démon, on n'est pas les deux. Et là, à mon avis, ça penche plutôt vers le démon que vers l'ange. Il faut faire attention à l'heure. Voilà. Ce sont des... Je ne sais pas si vous voyez, oui, donc ce sont des bébés qui présentent des caractéristiques hybrides. Ils ont une tête plutôt, un visage plutôt asiatique, hein, avec des yeux bridés, et puis donc ils ont des ailes de dragon, une queue de dragon, une queue qui évoque quelque chose de reptilien en tout cas. Voilà, ça c'est la première série. Est-ce que ceci vous dit quelque chose? Alors c'est au Grand Palais. J'ai oublié le nom de l'artiste, un artiste chinois. Donc ça fait partie de l'exposition Monumenta qui a lieu régulièrement à Paris au Grand Palais et qui montre entre autres un squelette de serpent qui mesure 250 mètres de long et qui est enroulé dans la grande salle, dans le grand bâtiment du Grand Palais. Voilà, je fais juste toutes les images ont été prises, datent après les années 2000, hein, sont toutes relativement récentes. Voilà une autre vue. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a ça c'est seulement l'introduction. Hein. Vous voyez face à la gueule du serpent un chapeau de Napoléon, le chapeau de Napoléon. Et la salle est envahie par des containers. Le discours officiel était la lutte des pouvoirs, comment dire, le serpent qui était censé résister au pouvoir impérialiste. Enfin, ils inventent toujours comme ça des explications un petit peu alambiquées pour faire passer des messages sur lesquels je reviendrai plus précisément après la présentation des images. Ici, c'est à Paris. Alors, petite exception. J'ai oublié de préciser, bon, c'est peut-être évident pour tout le monde, mais il y a un côté démoniaque dans le serpent. Hein, c'est comment dire, le tentateur dans la Bible, dans l'Ancien Testament, évidemment. Il est associé au dragon. Voilà. Donc, pour l'image actuelle, on a, contrairement à ce que vous avez déjà vu, c'est comment dire, une opération publicitaire pour un rappeur qui s'appelle Kid Cudi et qui a exposé dans plusieurs villes du monde une statue géante le représentant. Ici, c'est devant la bourse, devant le Palais Brongniart à Paris, donc un lieu quand même assez emblématique.
et vous verrez un peu plus tard pourquoi, plus précisément, avec la caractéristique, le gigantisme, et puis le regard rougeoyant, qui est typiquement, comment dire, maléfique, hein, qui évoque la possession, entre autres. Ça, c'est une sculpture qui doit mesurer 15 mètres de haut, qui est près de l'aéroport de Denver, au Texas, si je ne m'abuse. Bon, on a de nouveau, on a une sculpture assez réaliste, donc qui... Bon, cette créature n'a que les attributs du cheval, mais on retrouve de nouveau l'aspect démoniaque dans le regard rougeoyant aussi. Il faut savoir que l'artiste, bon, je n'ai pas le temps de chercher son nom, est mort. Il a créé plusieurs sculptures comme ça. Il est mort, il y a ironiquement une partie d'une sculpture, je ne sais pas si c'est celle-là, qui lui est tombée dessus et il est mort comme ça. Pour la petite histoire. Ça, c'est à Valence. Et je vous montre tout de suite une vue un peu plus générale. Voilà, c'est un pont à Valence où les figures décoratives, qui sont d'ailleurs assez belles, hein, enfin, bon, si on aime les monstres, ce qui est mon cas, comme par hasard, sont de nouveau des figures d'inspiration démoniaque. Elles ressemblent un peu, si vous avez vu le film Ghostbusters, elles ressemblent un petit peu aux espèces de chiens cornus qui étaient des gargouilles de Chrysler Building, je crois, et qui se transforment en dragons. Ceux-là sont plus anthropomorphes, ils ressemblent plus à des humains, à part leur tête. Mais donc voilà, c'est pour montrer vraiment qu'il y a une espèce de banalisation de la figure maligne, maléfique, dans l'espace public. Au-delà de la qualité esthétique, hein, parce que ce sont des œuvres qui sont quand même plutôt bien faites, hein, qui ont de belles factures. Voilà. Alors, est-ce que vous reconnaissez peut-être celui-ci? Ah oui, c'est plus facile de regarder dans cette direction. Est-ce que, levez la main s'il y a quelqu'un qui reconnaît cette figure? Le film, La Malédiction. Alors, oui, c'est un film, c'est pas la malédiction, c'est l'exorciste. Voilà, c'est Pazuzu. Alors, c'est un démon qui existe, hein, qui est exposé au Louvre, hein, à Paris, il s'appelle vraiment Pazuzu, et il servi d'inspiration pour le démon qui possède la petite fille dans le film L'Exorciste. Et là, il a été reproduit par un artiste anglais, je crois, et exposé dans le centre de Londres. Alors vous voyez qu'il est sexué, hein. Bon, alors il est très ressemblant avec la version originale qui est exposée au Louvre. Hein. Il est sexué, je crois que le sexe est en érection, et eh bien alors, c'est un démon qui vient de l'Antiquité, hein, donc qui avait aussi... avant l'ère biblique, les démons avaient une nature ambiguë, un petit peu comme les dieux de l'Olympe. Hein. Ils pouvaient être protecteurs, mais aussi vengeurs. Donc, traditionnellement, bon, même s'il est quand même un petit peu patibulaire, hein, vous voyez, il est plutôt menaçant, il avait quand même... Il représentait un culte, comment dire, aussi protecteur. Bon, c'est avec... après, ça change, je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Mais c'est quand même étonnant, ou pas, qu'on choisisse... Il est exposé à côté de l'ICA, c'est Institute of Contemporary Art, l'Institut d'art contemporain à Londres. On expose un démon qui représente une menace pour l'enfance. Et à la vue de tous, hein, voilà, voilà. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? En tout cas, le message est, on va dire, peut-être un peu sardonique, pour dire le moins. Une autre vue, voilà, de l'installation. Toujours à Londres. La plupart, presque tous, hein, sont quand même des sculptures qui sont temporaires. Il y en a très peu qui sont restées de manière définitive. On a celle-ci qui s'appelle She Guardian, la gardienne. Alors, elle a été installée à peu près en 2006, aussi près d'un centre d'art contemporain à Londres. Et vous voyez à peu près la tête qu'elle a. Elle est censée représenter la protection de l'enfance et de la famille.
Et alors, dans le discours officiel des édiles hein, qui ont participé à l'installation de cette œuvre, non, on ne voit rien de menaçant là-dedans, au contraire, elle protège. Mais dans la peinture, dans l'art traditionnel, quand une créature est protectrice, on le voit, elle peut être menaçante, mais on a l'impression, voilà, je sais pas si vous avez l'impression qu'elle vous protège vous, si vous imaginez-vous face à elle, voilà, elle a des crocs très pointus. Hop. Voilà. Notre vue pour montrer aussi à chaque fois, hein, vous voyez, ça donne une idée de la taille, et à chaque fois on a affaire quand même si elle ne reste pas de manière définitive, eh bien, elle marque les esprits, hein, vous voyez, par la taille, par leurs caractéristiques physiques, hein, hybrides, avec des ailes qui sont à des ailes de dragon, les mamelles, qui viennent aussi, qu'on retrouve dans des sculptures antiques en Italie, au jardin des 100 fontaines, je crois. Enfin bon, voilà, c'est assez des figures féminines munies de plusieurs poitrines. On trouve ça dans l'Antiquité, dans certaines représentations. Mais ici, on est plutôt vraiment dans le côté animal, le côté humain est très très peu présent. Et alors, est-ce que vous reconnaissez cet endroit ? Alors ça, c'est à Bruxelles, et c'était l'été dernier. Alors, ce n'est pas une sculpture, le bâtiment, c'est le bâtiment Citroën, qui sera transformé en extension du centre Georges Pompidou, qui va devenir Canal Pompidou. Et donc là-bas, je suis régulièrement décoré par des artistes. Là, c'est pas la première fois, c'est peut-être la deuxième. Et tout l'été, hein, de juin à mi-septembre, donc c'est un artiste qui s'appelle Tarek Lakrissi, qui a créé cette image qui représente... qui le représente. La première fois que je suis passé devant à vélo, je venais de l'autre côté, donc j'ai vu que le paysage, je crois que c'était une espèce de paysage lunaire, martien, plutôt martien. Et puis, en refaisant le trajet dans l'autre sens, j'ai vu que c'est un autoportrait, et que, comme par hasard, je dis comme par hasard, vous comprendrez aussi pourquoi, enfin, en tout cas, ça commence à devenir assez clair, il se représente en ange déchu. Voilà, avec des ailes blanches, mais bon, habillé en noir. On a à la fois, comment dire, l'ego, hein, l'artiste, la représentation démesurée de l'artiste. Il y a aussi un discours, il tient aussi un discours LGBT, queer, etc. D'ailleurs, qui rejoint le côté un peu hybride du démon. Alors, je ne suis pas en train de parler des personnes, hein, forcément, hein, je dis pas que... mais je parle des symboles et du sens des mots. Le côté hybride, mélangé, confusion, j'y reviendrai aussi. Voilà. Alors, l'ambiguïté de ces créatures. Ce sont des créatures fantastiques, sont-elles des monstres, des gardiens? On entretient l'ambiguïté, enfin, les pouvoirs publics hein, qui promeuvent ces œuvres-là. Ah, ça c'est la deuxième série, mais ça vous reconnaissez peut-être. Les pouvoirs publics qui promeuvent ces installations, ces œuvres, évidemment, tiennent toujours un discours positif sur ce qu'ils nous montrent, alors qu'on est face à des œuvres qui nous mettent quand même assez mal à l'aise. Ah oui, il y a une photo qui n'est pas ici, je ne sais pas, je vais peut-être oublier de la mettre sur... Je précise aussi que dans les sculptures plus anciennes, il y a un dragon, donc un dragon et démon, c'est associé, hein, en tout cas en Occident. Il y a une statue qui est très ancienne, qui date du XVIIe siècle, je crois, ou peut-être un petit peu plus tard, qui s'appelle le Temple Bar Memorial du Temple Bar, et qui représente un dragon qui n'est pas aussi grand que les sculptures que je vous ai montrées, qui est assez ancien, et qui garde l'entrée de la City, donc de la place financière occidentale mondiale en fait. Hein. La City, c'est un État dans l'État. Hein. Je crois que la reine d'Angleterre n'est même pas citoyenne de la City. En tout cas, il y a vraiment, c'est comme une espèce de principauté presque parallèle. Et à New York, Wall Street est gardée, mais c'est beaucoup plus récent, par la statue qui représente un taureau furieux. Alors, le taureau, on n'a que les apparences d'un taureau, la sculpture est assez belle, elle est stylisée, elle est plutôt lisse, mais il est menaçant aussi. Donc, toutes les sculptures que nous avons vues, qui sont dans l'art public, elles ont l'aval des autorités publiques. Donc, des autorités publiques, des pays, de la finance.
parce que l'art contemporain et la finance sont étroitement liés. Je n'ai pas le temps de développer sur ce sujet-là, mais si vous voulez lire sur les liens entre la finance et l'art contemporain, il faut lire notamment les essais de Jean-Philippe Demecq, de Aude de Kéros, ou de Aude de Kéros, par exemple. Alors, je récapitule les caractéristiques de ces démons. Ils sont hybrides, donc vous avez vu, hein, ils présentent toujours, ils sont rarement purs, hein, ils sont toujours des créatures d'apparence hétéroclites avec des éléments, ils sont faits presque un peu de briques et de broc, ce sont des aberrations de la création. Ils sont effrayants, menaçants et géants. Alors, quel est l'effet, à mon avis, produit par la plupart de ces sculptures? Bon, alors, les démons, enfin les sculptures que nous avons vues, provoquent une forme de confusion. Alors, par leur présence physique, et aussi par l'argumentaire qui les pousse. Hein, puisque à chaque fois, on leur dit non, c'est un protecteur, c'est un gardien, il est là pour s'occuper de vous, etc. Le seul... Ah tiens, mais il était pas dedans d'ailleurs. Il y a une seule sculpture là, qui n'est pas dans la série, qui porte le nom de Démon. C'est une sculpture de... Enfin, c'est plutôt un moulage géant de l'artiste Damien Hirst et qui mesure 18 mètres de haut et qui s'appelle Démon avec bol. Et elle est décapitée. Sinon, jamais l'identité de Démon n'est revendiquée. Alors que, comme dit Charles Péguy, si on voit ce qu'on voit, et si on est capable de le nommer, c'est quand même assez clair. Et un autre aspect important, au-delà du caractère gigantesque et hybride, c'est que toutes ces créatures sont montrées triomphantes. Dans l'art traditionnel, les démons étaient, jusqu'au XIXe siècle, hein, quand ils étaient encore représentés, ou peut-être début du XXe siècle, quand ils étaient encore représentés par la nature moderne, mais ils étaient représentés terrassés. Donc le mal est représenté terrassé. Ici, ces démons sont toujours représentés triomphants. Ce qui est un message adressé pas forcément par l'artiste, mais indirectement par les pouvoirs qui financent l'artiste. Je ne veux pas tomber dans des interprétations, comment dire, manichéennes, parce que le propre de l'art, surtout au XXe siècle, c'est d'être un peu ambigu. Ça peut faire son intérêt aussi. Mais, vous voyez qu'on a quand même un message assez cohérent et assez constant à travers ce qui est montré. Cet aspect, cette confusion, elle s'exprime aussi dans la confusion verbale par le verbiage des institutions, hein, ce qu'on appelle la communication, qui est l'abréviation de communication politique et qui est une autre manière de dire propagande en fait. Hein. Les démons, moi je fais un rapprochement parce que par leur aspect, ils servent à créer la sidération. Si on les regarde avec des yeux d'adultes, surtout si on les regarde avec des yeux d'enfants, parce que ça serait intéressant de voir la réaction d'enfants par rapport face à ces sculptures. Je précise d'ailleurs qu'il y en a une que je refuse de montrer. Toutes les images que j'ai montrées sont des images que je trouve quand même assez belles, parce que j'aime bien le fantastique, j'aime bien les monstres. Il y en a une que je ne montre pas parce qu'elle est vraiment obscène. Elle est au Midenheim Museum et elle représente un homme géant qui est nu, dont le corps est tuméfié ou turgescent. Il fait le pont, mais le dos tourné vers le sol. Il est en érection et il est en train d'éjaculer. Et il a en même temps une expression de douleur atroce sur le visage. Là, il y a un côté démoniaque aussi dans cette image, mais je ne la montre pas parce qu'elle est vraiment trop agressive. On est entre adultes, mais vraiment, voilà. Si vous voulez la voir, regardez Arc de Triomphe, Midenheim Museum. Et même sur la photo, parfois, il y a des enfants qu'on emmène, c'est un parc de sculpture, et il y a des enfants à qui on montre ça. Ça, c'est dit. Alors, ah oui, est-ce qu'on peut lancer ouvrir le deuxième dossier? Ah oui, alors, ça commence. Est-ce que vous connaissez cet endroit? Alors, c'est pas une sculpture, bien sûr. Vatican, c'est la salle J'ai oublié.
la salle des conférences, salle des... Ah, excusez-moi. En tout cas, voilà, c'est une salle pour les réunions officielles, évidemment. On reconnaît... Alors, il y a le grand angle, hein, mais... Voilà, on reconnaît une figure animale assez familière. On n'est pas dans la sculpture, on est toujours dans la représentation, dans l'art officiel. Alors, j'ai dit monumental pour simplifier, mais on a aussi... dans le monumental, on peut mettre les grands événements. Hein. Alors, reconnaissez-vous l'origine de cette image? Les JO? C'est ça, oui, les JO de 2024, c'était la cérémonie, hein, une des images, voilà, c'est la drag queen qui s'appelle Peach, je crois, si je prononce bien, et qui là, c'était dans la bande-annonce, je crois, des JO, se met à marcher à quatre pattes dans une posture animale et aussi menaçante. Alors bien sûr, je ne parle pas de la personne, je parle du jeu de scène et du message qui est transmis. Je ne porte pas de jugement sur la personne que je ne connais pas. Mais dans l'ensemble, vous avez remarqué que dans les Jeux Olympiques, il y avait quand même plusieurs images, plusieurs séquences qui étaient quand même problématiques, qui posaient question, mais qui ont été noyées dans des images, dans une cérémonie, on m'a dit, moi je n'ai pas regardé en entier, quand même plutôt réussie, apparemment. Je ne sais pas si ça a été votre impression. Est-ce que... Voilà, on retrouve dans l'art contemporain, l'art monumental, et ils appellent tout sculpture hein, maintenant, parce que ça c'est manifestement fait avec des containers, donc bon, bref. D'ailleurs, il y a un côté hybride, un facteur de confusion démoniaque dans l'emploi, dans la confusion de l'emploi du mot sculpture, par exemple. Hein. Même parfois, ils appellent sculpture, des montages vidéo, tout. Ce que l'artiste décide qui est sculpture, c'est de la sculpture. Et la vraie sculpture, on n'en fait plus dans les écoles d'art. Est-ce que quelqu'un connaît ceci? Alors, c'est une œuvre créée par l'atelier Van Lieshout, qui s'est fait remarquer par des créations en général d'assez mauvais goût. Et ici, évidemment, il y a toujours le... Alors, on peut... Il y a une ambiguïté, mais bon, je crois que la lecture de cette image est quand même assez limitée, parce qu'il y a une scène qui est manifestement... c'est difficile de ne pas voir une scène sexuelle. Alors certains diront que c'est deux êtres humains, d'autres verront peut-être un animal à l'avant. C'était enrobé dans un discours sur la sensibilisation à l'écologie, la destruction de la planète, l'exploitation de l'animal par l'homme, etc. Voilà. On peut en pondre au kilomètre. Hein. Je crois que c'est la portrait du premier venu. Et je pense qu'on peut bien gagner sa vie comme ça. Et donc c'est installé devant le centre Georges Pompidou. Ah oui, et donc... Est-ce que ceci vous dit quelque chose? Devant le centre Georges Pompidou aussi. Alors, on ne voit pas tellement les proportions, mais elle est grande, elle mesure une dizaine de mètres de haut. C'est une œuvre d'un artiste, je vais dire intéressant entre guillemets, qui s'appelle... ah ben son nom m'échappe. Adel Abdesemed, et qui représente le coup de boule donné par Zinedine Zidane à un footballeur qui s'appelait Materazzi, je crois, qui avait insulté sa sœur de sa mère, quelque chose comme ça. Ah oui, la question que je pose, voilà, est-ce qu'on sort du sujet? On me pose la question, c'est peut-être y répondre, non, ben pas. Est-ce qu'on sort du sujet? Est-ce que je sors du sujet quand je vous montre l'image d'avant et celle-ci, sachant que le thème de cette discussion, enfin de cette présentation, c'est les démons. Est-ce que vous voyez le rapport entre cela et peut-être la suivante, je crois? Ça, c'est la plus opaque. Hein. Là, ça, c'est une colle. Si quelqu'un répond, ce sera chapeau. Il faut connaître le titre de cette œuvre pour la mettre en rapport avec les démons. Là, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que bien, les démons sont aussi associés aux péchés capitaux. Et dans la sculpture l'œuvre précédente, on a le péché capital de la luxure, hein, du dérèglement des sens. Ici, on a lequel? La colère. Oui, la colère.
Et donc, c'est quand même aussi curieux le choix de représentation de Zidane, qui est quelqu'un, je pense, que je ne connais pas très bien, mais qui est quand même quelqu'un plutôt composé, je pense assez élégant. Moi, j'ai plutôt une opinion assez positive de lui, et d'avoir choisi un moment de colère justifié, mais un moment de colère. Hein, toujours de stimuler, de faire appel aux mauvaises pulsions, hein, aux mauvaises passions. Bon, là, je vous explique tout de suite, on est de nouveau au Grand Palais, une des expositions monumentales. C'est une œuvre d'un, est-ce qu'on peut dire sculpteur, entre la sculpture, l'architecture et la décoration, qui s'appelle Anish Kapoor. Et cette œuvre s'appelle Léviathan. Et Léviathan, c'est le démon associé à l'envie. Alors, évidemment, le message là ne passe pas, hein, mais on est juste dans l'invasion. Je la trouve assez belle d'ailleurs, hein, les installations d'Anish Kapoor sont assez belles, sauf qu'il a aussi une veine où il montre des œuvres beaucoup plus de dimension beaucoup plus modeste, qui évoquent clairement des sacrifices humains, des pierres, des stèles sur lesquelles on voit des choses qui ressemblent à des traînées de sang, comme si on venait de sacrifier une personne dessus. En tout cas, c'est difficile de ne pas penser à une mort violente quand on voit. Mais ça reste abstrait et en même temps beaucoup plus explicite que ceci. Alors il y aura une troisième série qui est beaucoup plus courte et qui va nous emmener dans une autre direction. Je commence à 10h10 à peu près. Donc ça veut dire que ça va, on est à la moitié, c'est bon. Il y a eu, moi c'est pendant l'aspect démoniaque ne s'exprime pas que par l'art monumental. Je fais aussi le rapprochement avec deux films que j'ai découverts pendant le confinement en 2020 en fait, qui se sont faits, que je ne connaissais pas, ce sont deux films publicitaires. On est un peu en avance, mais c'est pas grave. Il s'agit de la publicité, le film publicitaire assez long pour le parfum Kenzo World. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Je vous conseille de chercher sur internet, on le trouve sur YouTube. Ça montre, on voit il est assez long, il est plutôt beau, parce qu'il est fait par un réalisateur qui s'appelle Spike Jonze, qui est un réalisateur de talent. On montre, ça se passe dans la jet set, dans la haute société, qui est à une conférence, une inauguration dans un musée, un événement très formel, dans une salle avec un banquet, etc. À table, il y a une jeune fille qui a l'air de beaucoup s'ennuyer, elle sort, elle s'isole, et dans les galeries, enfin dans les couloirs du musée, elle commence à danser, et on est clairement face à une représentation de possession démoniaque. Elle ferme un œil, elle a des mouvements désarticulés, c'est une danseuse, c'est une vraie danseuse, et c'est pas mal, mais il a la musique, qui a un côté, tribal, et la gestuelle font vraiment penser à quelque chose de démoniaque. D'ailleurs, à la fin, si vous connaissez un peu le symbole, elle passe à travers un œil géant, un œil unique géant. Symbole sur lequel je ne vais pas m'attarder maintenant. Mais c'est la connaissance, l'œil de la connaissance, il y a plusieurs interprétations. C'est l'œil de la connaissance qui met l'homme, certains hommes, en tout cas les initiés, sur un plan d'égalité avec le divin. Et l'autre film publicitaire que vous connaissez certainement, c'est fait intervenir Céline Dion. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Alors je vous conseille si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille par curiosité, parce qu'en plus il est assez amusant. Je ne vais pas vous le montrer maintenant, mais donc c'est pour la marque, elle a créé une marque de vêtements, alors elle a parrainé, co-créé une marque de vêtements qui s'appelle Nu Nu Nu, dont les designers sont israéliennes, et c'est une marque de vêtements non genrée. Alors dans le film, on la voit entrer dans comment on appelle ça, une pouponnière. Avant son entrée, la pouponnière est divisée entre les garçons et les filles, bleu ciel, rose bonbon. Elle entre, elle souffle une espèce de poussière scintillante, donc il y a un côté magie noire, et d'un seul coup, tout se transforme en noir et blanc. Les bébés portent des vêtements noirs et blancs avec des symboles des symboles plus des messages assez clairs. New World Order, nouvel ordre mondial. Et le passage
que vous pouvez imaginer le passage, je vous conseille vraiment de la regarder, le passage de la vision des bébés en bleu et en rose au bébé habillé en noir et en blanc, ça donne vraiment l'impression qu'ils sont possédés, qu'ils ne sont plus, comme l'avait dit d'ailleurs une ministre française, les enfants n'appartiennent pas à leurs parents. Mais s'ils n'appartiennent pas à leurs parents, à qui appartiennent-ils? Voilà. Et voilà. Il y a évidemment, ça ouvre la porte à beaucoup de questionnements, à beaucoup de réponses aussi, à mon avis. Et voilà. Et je crois que j'ai dit l'essentiel sur ce sujet. Bon, ça se termine de façon assez humoristique. C'est bien fait, alors film est réussi, donc plutôt efficace. Mais l'opération séduction, faire porter ces vêtements-là à des enfants de manière permanente, voilà, je ne sais pas si ça marche. Mais, évidemment, on appelle ça la stratégie du pied dans la porte. Hein. On insinue une nouveauté qui va devenir peut-être une norme. D'ailleurs, c'est ce qu'ils essayent de faire passer. Dans les autres manifestations démoniaques, alors j'insiste vraiment, parce que le titre de cette présentation, c'est les démons et la vie ordinaire. Donc quand je dis démoniaque, même si on a parlé de l'exorciste, il faut laisser de côté les visions grand guignolesques sur les démons et la possession. D'ailleurs, la possession est strictement répertoriée par l'Église catholique. Hein. Les 3 signes qui permettent à un exorciste d'établir un cas de possession, qu'on y croit ou pas, en tout cas ils ont une liste, c'est l'aptitude à parler une langue inconnue, une langue qu'ils n'ont pas apprise, l'aptitude à connaître des choses qu'ils ne connaissent pas, à connaître des choses qui sont lointaines pouvant signifier lointaines dans l'espace, ou qui ne leur sont pas accessibles intellectuellement, et aussi une force surhumaine. Ce qui peut arriver d'ailleurs dans des cas de panique ou dans des cas... Voilà. Ça, c'est les 3 critères de la possession. Donc quand je dis démoniaque, voilà, il faut laisser de côté le grand guignol et considérer les démons comme une manifestation assez ordinaire, qui fait partie, comme la banalité du mal, disons, et dans lequel il y a des degrés. Hein, voilà. Puisqu'on ne parle pas, je ne parle pas ici de démons qui torturent ou qui font du mal physiquement, mais qui touchent, qui atteignent l'esprit, qui atteignent l'âme insidieusement par des messages qui sont ambigus, ambivalents, paradoxaux, peut-être pervers. Dans les manifestations démoniaques, on a aussi quelques citations. Par exemple, si je vous dis Emmanuel Macron, déclaration de nature démoniaque. Est-ce que vous avez un exemple en tête? La bête de l'événement. Et c'est pareil, vous pouvez la trouver sur... on n'était pas encore à l'époque du deepfake, tout ça va très vite. Hein. Effectivement, la bête de l'événement est là, et elle arrive. Alors il voulait dire à l'époque, la bête de l'événement, il fait référence au livre de l'Apocalypse, il voulait dire, il parlait du terrorisme et de quoi d'autre? Des épidémies, des pandémies. Voilà. Sachant que le terrorisme, depuis 2001 et même avant, largement en totalité, récupéré, même s'il y a des mouvements fanatiques qui se créent, qu'ils soient islamiques ou autres, ou comment dire, politiques, etc., ils ne tardent pas à être récupérés par les services secrets. C'est souvent des résultats de collaboration complexes entre la CIA, les services secrets britanniques et le Mossad. Et je suis investi d'une mission transcendantale. Oui, je crois, il y a une transcendance. Dépasse tous. Oui, c'est exactement, et c'est une utilisation tout à fait mensongère de la transcendance. Hein, J'ai envie de remplacer Jean-Michel. Emmanuel Macron, qui est le 2e homme de France. Officieusement.
Il y a eu en 2020 aussi un autre message qui est passé, quand j'ai vérifié plusieurs fois, parce que c'est quand même difficile, on se frotte les yeux, hein, donc vous le savez peut-être, c'était le numéro de brevet. Attendez. Hein, le numéro de brevet. Attendez, je lis. La page d'avant. Oui, ben. Brevet système de crypto-monnaie utilisant des données sur l'activité corporelle, breveté par Bill Gates, alors au nom de, je ne sais pas s'il fait toujours partie de Microsoft, en tout cas voilà, et le numéro de ce brevet, les 6 derniers numéros sont 06, 06, 06. Alors, il faut envisager que ce sont des messages provocateurs. Mais en même temps, est-ce que ça fait rire personne? Donc est-ce que c'est vraiment une plaisanterie? Les symboles ne sont pas innocents. Signifie quelque chose. Ça peut être aussi pour énerver les complotistes que nous sommes, que je suis peut-être, je ne vais pas prendre mon cas pour une généralité. Ça peut servir à ça aussi, hein, à créer des réactions polarisantes. Voilà. Enfin, mais cela dit, une explication n'exclut jamais les autres. Ça peut servir à plusieurs choses. Et là, on est aussi dans la communication, on est dans l'hybride, hein, dans le côté démoniaque, hybride de la communication, qui sert plusieurs... Encore 5 minutes, après on va passer aux questions. Encore 25 minutes 5 minutes. Oula, bon, alors, je vais accélérer. Théoriquement. Ils sont gourmands, les orateurs, ils sont toujours gourmands. Oui, non, mais on ne peut pas le temps passer. J'espère que c'est votre cas aussi, parce que moi, ça m'amuse. Alors, bon, personne n'est parti encore. Alors oui, voilà, normalement il y a 3 parties, je vais être obligé d'aller assez vite sur la deuxième partie. J'ai dit que le démon vient du fantastique. Non, je ne l'ai pas dit, je le dis maintenant. Très rapidement, alors, le démon moderne vient de la forme du religieux, il est passé par le fantastique. Et le genre fantastique, c'est un genre qui est moderne, qui est né au XIXe siècle, après la Révolution française et avec la Révolution industrielle. Là, je fais une transition peut-être un peu brutale, vu le temps qui m'est imparti. Le fantastique, attention, ce n'est pas le monde des légendes. Il y a une différence entre le monde des fées, des elfes, des ogres, des sorcières, des sorciers, des sorcières, etc., et le monde des créatures fantastiques, les démons récupérés du monde religieux, et aussi bien sûr les morts-vivants, les vampires, etc. On est dans 2 mondes différents. Dans le monde traditionnel, dans le monde, on va dire, mythique, les créatures fabuleuses, les créatures merveilleuses, en fait, les créatures du monde merveilleux, communiquent avec les humains. Alors, de façon bienveillante ou malveillante, et puis les forces sont assez bien équilibrées. Parfois, les humains, comme vous voyez dans les contes, sortent victorieux de ces négociations, ou pas, où ils se font avoir. Il y a de la ruse qui est utilisée des 2 côtés. À partir du fantastique, à partir du XIXe siècle, les créatures fantastiques sont presque toujours muettes. Donc elles parlent par leurs actes. Les vampires parlent très peu, les morts-vivants ne parlent pas, qui d'autres, les loups-garous, non, ils ne parlent que quand ils sont sur leur forme humaine. En gros, hein, ce sont des tendances. Et ce n'est pas innocent. Le fantastique c'est un genre plutôt urbain, même s'il existe un fantastique rural, il est lié à l'urbanisation, à la révolution industrielle. Donc les démons retrouvent naturellement leur place dans les villes, hein, vous voyez, comme vous l'avez vu. Ça s'est fait, oui, voilà, donc ça je l'ai dit. Et donc, on remarque que les démons, dont le propre est bien sûr de se faire remarquer, s'ils ne se font pas remarquer, ils n'existent pas, apparaissent, refont aujourd'hui leur apparition dans le monde de l'art, alors que traditionnellement l'art, l'art contemporain était abstrait, et même conceptuel. Abstrait, ça veut dire, c'est-à-dire que l'art, si vous allez dans une galerie, la plupart du temps, vous ne comprenez pas ce qu'il y a sous vos yeux, vous ne voyez pas ce que ça représente, et d'un seul coup, l'art monumental, qui s'adresse
Adon redevient figuratif pour nous montrer des créatures qui n'ont pas l'air de vouloir notre bien, même si les pouvoirs publics disent le contraire, mais est-ce que les pouvoirs publics veulent notre bien? Ah ben ça c'est fait, j'ai passé. Et dernière série, transition, voilà, on passe à la science-fiction. Est-ce que vous reconnaissez, il m'a dit 5 minutes, on va dire peut-être 10 minutes, et puis 10 minutes pour les questions si vous en avez, si vous êtes d'accord. Reconnaissez-vous de quel film vient cette image? Métropolis. Alors, qui est plutôt un film d'anticipation, ce n'est pas un film fantastique. Alors, est-ce que vous voyez pourquoi il a sa place dans la thématique démoniaque? Alors, c'est un pentagramme, c'est pas l'étoile de David, parce que l'étoile de David a 6 branches, hein, je pense, et ça c'est un pentagramme à 5 branches, inversé, et quand il est inversé, il est au service du mal, de la magie noire. Et ici, on est, donc ce robot, il va devenir le double d'une femme qui mène la révolution du peuple de l'humanité des profondeurs pour leur libération. Et donc le pouvoir va créer un double pour détourner la révolution. Donc c'est une opération scientifique et, je vais dire naturellement entre guillemets, intervient dans la science la magie noire. Il y a des ponts entre la science moderne et la magie noire que vous pourrez, que je vais vous montrer dans les dernières images. Et voilà, j'ai peut-être faire 10 minutes et puis 10 minutes de questions pour avoir le temps de terminer. Ça fait la même durée. Hein. Allez. Je crois qu'on approche de. Il faudra faire vraiment vos questions. Juste. Ouais, question. Et que lui fasse des Luc, réponses courtes. tu peux m'apporter une toxicologie du langage. Et. Ah ouais. Ah oui. Mais ça c'était censé être la première. Ça vient du dessin animé Pixar, qui est très amusant d'ailleurs, Les Indestructibles. À la fin du premier, l'ordre des diapos n'est pas le bon, mais ça fait rien. À la fin du premier, le bébé qui a tous les pouvoirs, qui du côté de la famille du bien, se transforme, ça c'est dans le deuxième, se transforme, un de ses pouvoirs s'est transformé en démon avec une force surhumaine. Et de nouveau, on a la confusion dans un dessin animé qui est de très bonne qualité, qui est très amusant, le premier en tout cas, le deuxième est beaucoup plus militant, où le camp du bien est infiltré par le mal. Et on est dans un relativisme, la négation du bien et du mal, qui est aussi, à mon avis, à chaque fois qu'on est dans un discours de confusion, confusion hybride, paradoxale, démoniaque, pour moi, c'est presque synonyme. On est dans le même type de communication. Et d'ailleurs, pour revenir à la science-fiction, donc quel est le premier roman de science-fiction? On a peut-être tendance à l'associer avec le fantastique, mais c'est Frankenstein. Puisque, bon, on a un monstre, mais en fait le monstre, il est le produit de la science. Et il est le produit du contrôle de l'électricité. Donc on est dans un discours scientifique et pas dans un discours fantastique. On a, comme ici, on a le fantasme, et on revient à l'expression que je n'ai pas explicitement citée, à la promesse du serpent, vous serez comme des dieux. L'homme, accompli, selon les Lumières, c'est l'homme qui remplace Dieu, qui se met au niveau de Dieu, et donc qui contrôle la vie, qui est capable de la donner, de la créer, la vie sans reproduction. Et d'ailleurs, on essaie de nous faire croire, avec des arguments d'ailleurs, que ça devient possible. Mais il faut voir quel genre de vie aussi, de quel genre de vie on parle. Parce que, comme l'intelligence, c'est une vie aussi artificielle. Donc elle n'obéit pas aux mêmes lois. Et qui sont les équivalents aujourd'hui? Bon, là,
de la fin. Il y avait une troisième partie, mais que je n'ai pas le temps que je... Apporte-moi, s'il te plaît. Quels sont les équivalents aujourd'hui du docteur Frankenstein, à votre avis? Donnez-moi, est-ce que vous avez des idées? Donnez-moi des noms. Ah oui, et oui, et dans les personnes. Alors oui, bien sûr, ça peut être des inventions, des techniques, et dans les personnalités. Est-ce que vous avez... Alors on a le transhumanisme, oui. Alors Bill Gates, il n'est pas tellement du côté du transhumanisme, hein, indirectement. Alors Elon Musk, avec son projet Neuralink, hein, de connexion entre le cerveau et la puce électronique et les objets connectés, hein, parce que quand on parle d'objets connectés, est-ce que l'humain est seulement, comment dire, récepteur, ou est-ce qu'il devient aussi émetteur, hein? On a aussi quelqu'un qui s'appelle Laurent Alexandre, qui est l'EVRP de Harari, qui tient le discours, un type intéressant, qui tient un discours, enfin intéressant, pas forcément pour de bonnes raisons, mais le discours de la promesse du serpent. Hein. Dans le futur, il y aura les inutiles qui seront 80% et qu'on maintiendra sous contrôle avec des cocktails de drogue et de divertissement. D'ailleurs, on est déjà en partie dans ce monde-là. Hein. Et aussi la maîtrise du vivant, l'immortalité. Alors ça, c'est plus tenu par quelqu'un comme Ray Kurzweil, qui depuis plus de 20 ans a le fantasme. Il n'est pas le seul. Les gens qui se sont fait cryogéniser, etc. Ray Kurzweil, je ne sais plus quelle est sa spécialité, qui, lui, envisage sérieusement de pouvoir un jour télécharger son âme dans une machine et vivre éternellement. Alors, c'est curieux, parce que d'une part, ces gens sont des matérialistes et ils ne sont pas censés croire à l'âme, et qu'en plus, il faudrait qu'il y ait une phase qui nous explique comment une machine peut vivre éternellement. Hein, parce que même sans l'obsolescence programmée, c'est quand même assez douteux. Et le dernier exemple de Ray Kurzweil, il y avait un exemple dans la pop culture, qui est un film qui s'appelle Génération Proteus, qui est un film des années 70, où une femme finit par être inséminée par un ordinateur. C'est lui qui contrôle la maison, qui était d'ailleurs conçue par son mari. Donc, aujourd'hui, il y a des gens qui tiennent sérieusement des discours, voilà, réalisables ou pas. Bon, on est tout le temps surpris hein, sur l'avancée de l'intelligence artificielle, par exemple, mais qui paraissait délirant il n'y a pas si longtemps. Effectivement. Et Elon Musk, à propos de l'intelligence artificielle, a eu cette déclaration, et il a dit, avec l'intelligence artificielle, nous invoquons, ça avait l'air d'un avertissement, nous invoquons le démon. Le démon, qui est une créature hybride, qui s'adapte aussi à l'époque. Aujourd'hui, le démon, est dans la machine. Le démon, c'est la machine qui contrôle l'homme. D'ailleurs, vous avez souvent des représentations démoniaques de créatures qui sont mi-hommes, mi-robots. Et voilà. Et alors, la troisième partie que j'ai de toute façon pas du tout le temps de présenter, j'en ai parlé, je l'ai évoqué, c'est l'aspect du langage, comment dire, hybride, ambigu, ambivalent, pervers, paradoxal, qui est la langue naturelle des politiciens aujourd'hui, hein, Emmanuel Macron pour ne pas le nommer, et puis Ursula von der Leyen, donc la part de démocratie des pouvoirs du peuple, on est clairement dans l'escroquerie, dans l'abus, presque dans l'abus de faiblesse. Hein. Voilà. Et donc, je dois juste me faire un petit peu de promotion, c'est que sur l'aspect toxique et pervers du langage, j'ai écrit ce petit abécédaire qui s'appelle Toxicologie du langage, que vous pouvez, si vous voulez, m'acheter aujourd'hui dans la journée. Cette présentation que je viens de faire fera l'objet aussi... en fait, j'ai oublié de demander qui connaît l'antipresse ici, Slobodan Despot. Parce que c'est la synthèse, c'est quand même pas mal, c'est la synthèse d'une série de 3 articles que j'ai publiés dans l'antipresse, et je vais publier un peu sous le même format
que ceci, un livre qui sera une version développée de la présentation que je viens de donner, donc il fera 100-120 pages, alors que là, la présentation que je viens de faire tient en 3 pages, 3, 4, 5 pages, quelque chose comme ça. Donc si vous voulez, j'ai apporté un tableau, si vous voulez me donner vos coordonnées, votre adresse email, je pourrais vous envoyer quand le livre existera d'ici quelques mois, je pense. Voilà. Et je pense que j'ai donné ma conclusion, je n'oublie rien. Ah oui, la conclusion, là voilà. Le terrain de jeu des démons contemporains, bah, aujourd'hui, ce sont les forces, c'est plus le côté moral, mais c'est un peu tout, ces forces et les passions incontrôlables. Et donc, les démons, aujourd'hui, les forces incontrôlables, c'est le désir de toute puissance. Hein. Le désir de pouvoir, je ne sais plus qui avait dit ça, c'était le désir d'abus de pouvoir. Hein. Ça se mue automatiquement en abus de pouvoir, avec le fantasme de contrôle total de la société. Donc, ce sont les passions, les forces et les passions incontrôlables qui prétendent assujettir les populations par un projet de domination technocratique totale. Alors j'espère que je ne termine pas, et je ne vais certainement pas terminer sur une note décourageante, parce que l'agressivité que nous subissons tout particulièrement depuis 2020 est bien la preuve que nous avons du pouvoir. Et donc il ne faut jamais l'oublier. Voilà. Donc, et surtout ne croyez pas, il y a des gens qui sont là pour nous déprimer un peu, pour nous tirer vers le bas. Ces gens, il faut essayer de les calmer, ou alors s'ils nous dépriment, s'ils nous attristent, faites-les garder un peu à l'écart. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Alors, est-ce que vous avez des questions? La science-fiction, c'est pas Jules Verne avant Frankenstein? Alors, attendez, je vais vous donner le micro parce que on peut commencer à enregistrer. Excusez-moi, j'arrive, je t'occupe de la cuisine, on n'arrive pas avec gaz. Qui veut poser? C'est monsieur derrière. Moi, c'est juste une petite réflexion. Pour moi, Jules Verne a toujours été le premier à faire de la science-fiction et pas... Enfin, Frankenstein, c'est juste ça qui m'a titillé. Oui, non, bonne question, mais je pense bien, alors j'ai oublié la date exacte, mais Frankenstein a été écrit, alors si vous avez un smartphone, vous pouvez le vérifier, parce que je n'ai pas la Wi-Fi, mais les premiers romans de Jules Verne dateraient, je pense, du milieu du 19e siècle, à peu près, alors que Frankenstein a été écrit au tout début du 19e siècle. Milieu du 19e siècle pour Jules Verne, début du 19e siècle, date exacte à vérifier pour Frankenstein, ça j'en suis sûr. Mais alors ça serait la première science... Est-ce que c'est la première science-fiction française? Je suis pas sûr, mais en tout cas la première vraiment connue. Oui, merci pour cet écolage sur les symboles démoniaques et tout ça. Vous n'avez pas signalé, sauf erreur, la fameuse grande statue aux Jeux Olympiques de Londres de 2012, qui était toute noire aussi avec des yeux fluorescents et qui va un peu dans le même sens de ce que vous expliquez. Oui, alors on ne peut pas tout... Oui, il n'y a qu'à se baisser. Effectivement, c'était plutôt une marionnette géante, mais effectivement, elle aurait eu sa place, effectivement. Et j'aurais pu mettre des Jeux Olympiques de Paris, j'aurais pu mettre il y avait le Golden Voyager, si vous avez vu, c'était ce danseur qui descendait du ciel, qui était une créature luciférienne, et le cheval de l'Apocalypse, il ne s'appelait pas comme ça, mais qui était assez beau d'ailleurs, hein, qui marchait sur la scène. Ouais, moi je voulais juste un tout petit... Attends. Il fallait lever la main d'abord. Une série que je ne connais pas, que de nom, qu'aucun de mes enfants n'a vu ni lu. Harry Potter, j'ai eu une discussion avec un ami il y a très peu de temps, parce qu'on était allé voir une expo de céramique et il y avait un stand qui était vraiment connoté très symbole sataniste. Enfin, il y avait des tas de trucs très flagrants et d'autres où l'ami en question voyait du satanisme partout. Bon, il n'y avait pas tort parce qu'il y avait vraiment une intention de montrer des choses quand même très connotées. Mais bon, lui, il voyait la chouette blanche, c'est sataniste, le lapin, c'est sataniste. Lui, il voyait tout était sataniste. C'est vrai qu'il y a une récupération de tout ça, hein. Les lapins blancs, tout est devenu sataniste dans le monde un peu fantastique. Et les licornes. Et il me dit, tu vois, la mandragore, voilà, dans Harry Potter, la mandragore. Moi, je ne connais pas du tout Harry Potter, hein, donc vraiment
que ce que j'en vois. Je dis, j'ai 4 enfants, aucun n'a lu Harry Potter, aucun n'a regardé les films, même demandé à les voir. Je ne sais pas du tout quoi en penser de cette création. Est-ce que l'histoire qu'on a racontée de l'auteur qui venait se réchauffer dans un café pour écrire le machin, est-ce que c'est une histoire, on nous a vendu un truc tout à fait fantasmagorique, ou est-ce que cette femme était vraiment inspirée pour écrire un très beau machin fantastique pour les enfants? Ça, je ne sais pas, je n'aurais pas porté de jugement là-dessus. Mais est-ce que Harry Potter, c'est vraiment truffé de pièges satanistes? Ou est-ce que des gens Alors, vraiment, l'outil vers lequel je vous renvoie sur les mots, c'est le dictionnaire. Il ne faut pas confondre. Il y en a un amalgame à propos de satanisme. Alors, il ne faut pas confondre, j'en veux pas le temps il faut chercher la différence entre sataniste et satanique. Sataniste, c'est adepte du satanisme. Et le satanisme, il faut le définir. En gros, très rapidement, le satanisme, ça serait le matérialisme. L'homme n'est qu'une chose, hein, au service des puissants. Je vous conseille de chercher la différence, parce que je n'ai pas beaucoup de temps, entre les notions de satanisme, occultisme, ésotérisme et gnose. Notez, si ces questions vous intéressent, notez ces 4 mots. Satanisme, occultisme, ésotérisme et gnose. Mais votre ami qui parle de Harry Potter fait un amalgame. Voilà. On est plutôt dans la gnose, la connaissance. Voilà. Voilà. Mais parfois ça se recoupe aussi, hein, ça peut aller dans le même sens. Il y a aussi le thème du contrôle mental. Il y a le lapin blanc qui est un symbole du contrôle mental aussi, qui vient d'Alice au Pays des Merveilles. Voilà. Il faut essayer de ne pas tout mélanger, mais ce sont des questions vraiment passionnantes parce que les images ont du sens, elles ne sont pas jamais gratuites. Voilà. Merci Ludovic. On peut applaudir. Et bien, voilà. Je vous encourage à acheter. Comme symbole, c'est quand même assez rigolo qu'à côté de l'hémicycle européen à Bruxelles, il y a une toute petite place. Vraiment, quand vous montez les escaliers de la place du Luxembourg, vous les redescendez, vous avez un tout petit parc. Et il y a quelques années, il y avait plein d'autruches, avec la tête dans le sol, dont une seule avait la tête en l'air. Et un jour, on s'est amusé, on était lui mettre un gilet jaune sur l'autruche avec la tête en l'air. On avait fait des photos, on avait fait le buzz avec cette photo, parce que c'était rigolo, quoi. On avait en fond l'hémicycle. Et bien, elle a disparu. Cette autruche n'existe plus, elle est haute comme ça. Hein. Enfin, rien que le corps, quoi. Donc la tête, elle était haute comme ça. Et cette autruche a disparu. Alors, on se demande... Le sol est encore là, hein, donc on ne s'est pas trompé. Sur les vieilles photos de capture d'écran de Google, on s'est encore allé la voir, mais bon, c'est un petit clin d'œil au symbole. Et juste à l'entrée, mais vraiment à l'entrée, il y a aussi une dame qui est une statue de bronze, quoi. C'est pas très joli à voir. Ça qui fait tient un euro géant. Ouais. Un symbole de l'euro. Elle ressemble à Ursula, cette statue. C'est vrai. On n'a pas le micro, madame. Merci Ludovic. On va l'applaudir bien fort. Merci. Merci beaucoup pour votre attention.